Bonjour Sylvie. Bonjour Arnaud. Alors, merci pour avoir accepté l'invitation de cette première émission ONECAP, dont on n'a pas encore trouvé le nom. Alors, ONECAP et Aulnay Relais Info, je précise, puisque Aurore Buzelin se joint à cette initiative, et Aurore Buzelin, qui était anciennement ONECAP, est maintenant responsable du blog Aulnay Relais Info. Donc, bonjour Aurore. Salut Arnaud, bonjour Sylvie. Bonjour Aurore. Salut. Et donc, ce que je vous propose à toutes les deux, c'est de rentrer dans le vif du sujet et parler de sujets qui… alors, on va se tutoyer, hein, Sylvie, parce qu'on a l'habitude de se tutoyer. Tout à fait. C'est de, dans un premier temps, avant de te poser des questions sur tes convictions politiques, sur ta vision de la société, sur, sur ton premier bilan de citoyenne engagée, notamment au conseil municipal, est-ce que tu peux nous faire un petit parcours de justement de ta entre guillemets carrière de citoyenne de la société civile? Moi, je t'ai connue au conseil de quartier en 2008. Peut-être que tu as commencé avant. Donc, si tu pouvais nous en dire plus sur ton parcours et pourquoi tu t'es engagée. Alors, pourquoi je me suis engagée? Peut-être que ça remonte à mon histoire familiale. J'ai une histoire familiale forte que j'ai la chance de connaître. Donc, une partie de ma famille vit à Paris et dans le 93 depuis plusieurs siècles. Mes aïeux ont vécu le siège prussien de 1870, ils ont vécu la Commune de Paris dont ils étaient des sympathisants. Et cette sympathie envers la commune est venue jusqu'à moi, voilà, comme un héritage. Et je pense que, vu la répression qu'il y a eu à cette époque-là, le simple fait que cette sympathie envers la commune ait été transmise de génération en génération montre un acte de courage de mes aïeux. Une autre partie de ma famille vient d'Alsace-Lorraine et a fui l'annexion prussienne justement parce qu'elle voulait être française. Donc, nous sommes des patriotes, voilà, dans ma famille. Ils étaient notables quand ils étaient en Alsace ou en Lorraine et ils sont arrivés pour les plus chanceux en train, pour les moins chanceux à pied, à la plaine Saint-Denis. Voilà, ça nous rattache encore au 93. Et alors qu'ils étaient notables, ils sont devenus prolétaires. Leurs enfants n'ont pas connu les lois interdisant le travail des enfants puisqu'elles n'étaient pas appliquées. Et donc, leurs enfants ont été grouillots de base, c'est-à-dire que dès qu'ils savaient marcher, ils allaient travailler à l'usine pour aider les ouvriers. Voilà, donc une histoire familiale forte. Alors, si les enfants furent grouillots de base, progressivement, ils ont réussi à prendre l'ascenseur social, ils sont devenus artisans, d'autres ingénieurs, c'était le cas de mon grand-père maternel. Une autre branche de ma famille vient de Haute et de Basse Normandie. Alors, durant l'entre-deux-guerres, une de mes aïeules, parisienne, était suffragette. Donc, elle a vécu les charges et les coups de la police montée au motif qu'elle réclamait le droit de vote. Durant la Deuxième Guerre mondiale, un de mes oncles s'est engagé dans les forces françaises libres et ce qui allait devenir la deuxième DB. Il s'est battu en Afrique du Nord contre l'Afrika Korps. Il a fait partie des éclaireurs qui ont permis de préparer la libération de Paris. Un de mes grands-oncles a rejoint un réseau de résistants dont il a été le seul survivant. Certains de mes aïeux normands ont caché des parachutistes britanniques. Et je suis porteuse de cette histoire qui est aussi celle de ma famille. Et c'est important de comprendre pourquoi je ne tolère pas la régression des libertés publiques. Mes aïeux, nos aïeux se sont battus pour que nous soyons libres au péril de leur vie. Nous vivons encore dans une démocratie qui est dégradée, mais nous avons encore la possibilité de nous battre. Donc, il est hors de question que je ne sois pas d'une extrême exigence
en matière de liberté publique, en matière de démocratie. Et je pense que ça permet d'expliquer certains combats que je mène actuellement. Donc ça, c'est pour mon histoire familiale. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai 2 enfants de 19 et 21 ans. Ils sont étudiants. Je vis avec leur père depuis 32 ans. Voilà. Que veux-tu savoir d'autre? Donc, moi, je t'ai connu en 2008. Oui. Alors, une question. En 2008, René Souka avait vécu pour 25 années sous la droite. Donc, il y a eu Jean-Claude Abriou, puis pendant un très court instant, Gérard Gaudron. En 2008 arrive Gérard Segura. Est-ce que pour toi, ce fut un choc, ce fut une joie? Et pourquoi tu t'es engagé dans ces conseils de quartier à ce moment-là? Est-ce que tu as vu on va dire, un espoir de pouvoir faire entendre ta voix? Et si oui, est-ce que tu as été déçu par rapport au pouvoir qui était conféré au conseil de quartier, ou au contraire, tu étais satisfaite de cet outil? Alors, je tiens à dire que à l'époque, je ne connaissais pas trop ceux qui allaient devenir nos élus. Je ne connaissais pas beaucoup Gérard Segura ni ses maires adjoints. Voilà. Donc, pour moi, c'était pas. Ouais. Donc, mais alors, une anecdote. Conseil de quartier, donc Tour Eiffel. Oui. Tu te présentes comme coprésidente, donc il y Oui. a des élections, et tu es en face de toi, il y a un certain Gérard. Gérard Lecornu, qui est aujourd'hui conseiller municipal de la majorité, donc de la droite de Bruno Béchiza. Toi, pour rappel, tu es conseillère municipale d'opposition. Comment se sont déroulées ces élections? Est-ce que tu as gagné haut la main? Est-ce que tu as une anecdote à nous faire partager par rapport à ce… Parce que pour les autres conseils de quartier, il y a eu un consensus, on va dire. Il n'y a pas eu de vote pour certains d'entre eux. On a choisi un coprésident. Voilà, il n'y a même pas eu de… Alors que ici, donc, pour le quartier Tour Eiffel, il y a eu quand même il y avait un challenge. Alors, je ne savais pas que le mode de désignation des coprésidents dans les autres quartiers, conseils de quartier, avait été différent. Je ne le savais pas. Je pensais qu'il y avait une élection dans tous. Je ne sais plus qui nous a dit qu'il fallait qu'il y ait une élection. En tout cas, quand on a demandé, quand la mairie, alors peut-être que c'était Miguel Hernandez, nous a dit qu'il veut se présenter. Gérard et moi, nous nous sommes présentés. Donc, du coup, nous avons dit comment on procéderait si on était coprésident. Et après, il y a eu une élection. C'était aussi simple que ça. Donc, moi, je me suis engagée, bien évidemment, à mettre en œuvre des pratiques très participatives, parce que c'est ma marque de fabrique. Je fonctionne comme ça professionnellement. Et je veux dire, c'est ma manière d'être aussi de citoyenne. Il y a un continuum entre les… Oui. Une épine dans le pied, c'est le fameux projet de la cité arc-en-ciel avec le… Alors, c'était un… Alors, pour la petite histoire, il y avait une sorte de square libre avec Oui. des arbres, hein, 4 arbres. Oui. Et donc, au départ, devait avoir lieu une construction d'un équipement public. Et bon, la municipalité donc, de Gérard Segura a décidé de construire un immeuble de logement, ce qui a attiré les foudres des riverains. Alors forcément, ça a été récupéré par l'opposition de droite à l'époque. Ça a un peu pourri ton conseil de quartier, ou au contraire, ce fut pour toi un combat, et à la fin, tu as réussi à convaincre, peut-être pas tout le monde, mais la majorité, que finalement, cet immeuble, c'était peut-être pas le mieux, mais c'était pas non plus le cauchemar attendu. Alors, je ne sais pas si les décisions avaient été prises avant ou après les élections. En tout cas, lors de notre petite élection pour être coprésident de quartier, moi, j'ai dit quelle serait ma méthode de travail.
que je ne tiendrais pas compte des appartenances politiques, qu'on les dépasserait, qu'on travaillerait sur des projets, que chacun aurait droit à la parole, que ce serait très respectueux des uns et des autres, quoi. Et donc, je crois que c'est ça qui a plu et qui a fait que j'ai été élue face à Gérard. Et ensuite, avec qui je m'entends très bien, hein, parce que il s'est impliqué, et il a trouvé pleinement sa place, il a eu pleinement sa liberté d'expression. Moi, je ne suis pas du genre à brider qui que ce soit, au contraire. Alors, après le square, enfin, la cité arc-en-ciel, oui, effectivement, c'est quelque chose qui a marqué notre conseil de quartier, forcément, mais la décision était déjà prise et notre conseil de quartier n'a pas été sollicité pour ce projet-là. Je crois que la décision était déjà prise. Et en fait, on peut voir aussi que dès le début, les conseils de quartier n'étaient pas impliqués dans les décisions les plus structurantes. Voilà. Et le square Volpatti, c'était aussi une autre épine. Dans Et l'idée, est-ce que le conseil de quartier a participé à l'élaboration de ce square? oui, alors ça a été oui et non une épine. Dans le cadre du conseil de quartier, effectivement, on a travaillé sur le square parce qu'effectivement, vu le tollé suite à la cité arc-en-ciel, effectivement, il y a eu l'envie de la municipalité de proposer l'instauration d'un autre espace vert, un espace de respiration, un espace de poche, comme il le disait. Et c'est vrai qu'avant, il y avait un parking avec des voitures ventouses. Moi qui passe toujours devant cet espace pour aller prendre le RER et rentrer chez moi. Et je dois dire que c'était un endroit où on avait peur de passer le soir quand il faisait nuit. Tu vois, il y avait des gens qui se cachaient derrière les voitures, on ne savait pas trop ce qu'ils faisaient, il y en a qui buvaient. Donc, moi, je sais que j'avais peur en passant devant ce petit parking. Et donc, quand Miguel Hernandez nous a proposé de travailler sur un petit square, ben, je dois dire que les habitants du quartier ont été assez emballés et on nous a demandé de travailler sur un projet. Et donc, c'est nous qui avons travaillé sur le projet. On voulait un espace pour que chacun puisse s'y retrouver avec un petit endroit multi-usage, avec des espaces pour les enfants, pour les parents, pour n'importe quel habitant voulant se réunir. Et donc, au sein du conseil de quartier, ça s'est fait très naturellement. La mairie nous a proposé un projet suite à notre expression de besoin et on a tous été emballés, sauf 2 personnes qui sont parties. Mais sinon, la majorité a globalement été emballée par ce que la mairie nous a proposé et la majorité a voté ce projet. Ensuite, il a été présenté en réunion publique et il y a eu des oppositions, notamment de commerçants qui nous disaient oui, mais ce square, il est près de l'autoroute, il est près de la route, c'est pollué. Et moi, je leur ai dit, mais vous savez, dans nos jardins aussi, c'est pareil, c'est près de la route, c'est près de l'autoroute, c'est pollué, et pourtant on y va. Et certains nous disaient, oui, mais tout le monde a des jardins dans le quartier, donc pourquoi faire un petit espace partagé? Bien, justement, parce que il y a très peu d'équipements publics dans de nombreux quartiers pavillonnaires. Et il n'y a pas d'endroit pour se retrouver.
il n'y a plus d'endroits. Avant, il y avait un café, le café Tour Eiffel, là où maintenant il y a la boutique de produits paramédicaux. Mais, et ce café attirait beaucoup de gens, il y avait des bals, il y avait une vie sociale, mais ce quartier n'a pas d'endroit où on peut se retrouver comme ça pour papoter, pour s'arrêter, pour rencontrer ses voisins. Et donc, nous, ça nous semblait intéressant, nous, au sein du conseil de quartier, ça nous semblait intéressant qu'il y ait un endroit comme ça où les gens peuvent se retrouver. Voilà. Par contre, ce qu'on avait dit, c'est qu'on souhaitait qu'il y ait une évaluation. Suite à la réunion publique, on a dit qu'on souhaitait qu'il y ait une évaluation de manière à pouvoir faire évoluer l'équipement, justement en fonction de ce qui ressortirait d'un premier usage de cet équipement. Par contre, effectivement, ça donnait lieu ensuite à des affrontements. Alors, on était en période préélectorale. Il faut rappeler ça. Hein. C'était… il me semble, à l'époque. Général, oui. Oui, il y a enfin, les élections cantonales de 2000. Oui, c'est ça. Si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Dis Arnaud, je t'entends pas. C'est moi que tu n'entends pas? Non, c'est Arnaud, je n'entends pas. Ah, d'accord. Donc, ouais, je disais, il y avait les élections cantonales de 2011. Et oui. en effet, bon, on ne va pas non plus aller dans le détail, mais il y avait quelques habitants à côté du square qui sont de l'UMP historique. Et forcément, ça se prêtait à un affrontement, alors peut-être pas idéologique, mais un affrontement. Mais il y a eu un vrai affrontement dans le quartier, effectivement, parce que ça a été utilisé dans le cadre de ce contexte préélectoral où la droite était en mauvaise posture et avait besoin d'exister coûte que coûte et a choisi de prendre en otage ce projet. Alors, ceci dit, avant de revenir à cet affrontement, je voulais dire que ça m'a permis de comprendre aussi que les réunions publiques, les réunions de validation publique devaient être faites différemment que celles que j'avais vécues pour le square Walpati, parce qu'effectivement, il y a eu un échange, il y a eu des arguments et des contre-arguments, et puis ça s'est arrêté là. Et en fait, je pense que c'était pas suffisant et qu'il faut faire un travail plus en profondeur pour bien présenter les projets aux habitants, parce que c'est pas parce que quelques habitants ont travaillé dans le cadre d'un conseil de quartier que du coup le projet va être accepté. Alors après, pour en revenir aux voisins, il y avait notamment un voisin qui habitait à côté du square et il avait l'habitude de garer sa voiture parce que il avait transformé son parking en logement. Et donc, du coup, on lui enlevait son confort d'utilisation et il s'est mis très en colère. Et il s'est mis très en colère dans ce contexte de campagne électorale. Parce que dans un autre contexte, sa colère n'aurait pas été relayée de la sorte. Mais là, ça a alimenté et j'avoue que c'était un moment assez douloureux parce qu'il y a eu une pétition, je suis allée chez ma pharmacienne et je vois cette pétition et je la lis et je me prends ça comme un coup de poing dans le ventre. C'était hyper brutal, hyper violent. Il disait qu'il y avait une absence totale de démocratie. Enfin, moi, je ne sais plus quels étaient les arguments, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas réagir à chaud parce que c'est assez brutal. Mais en plus, mon Aulnay a écrit un article disant qu'il n'y avait pas de démocratie. Enfin, je veux dire, c'était n'importe quoi. On avait eu un fonctionnement démocratique. Alors peut-être qu'effectivement, au niveau des méthodes, ce n'était pas suffisant, mais on ne pouvait pas nous accuser de ne pas être des démocrates. Donc du coup, je suis allée voir je finirai juste là-dessus, je suis allée voir les commerçants et je leur ai dit, mais vous dites qu'il y a un déficit de démocratie,
Mais dans le conseil de quartier que je co-préside, vous êtes tous les bienvenus. S'il y a un déficit démocratique, c'est du fait de votre absence de participation. Donc moi, je vous invite de bon cœur à venir vous exprimer, et peut-être que si vous y étiez investi dans ce conseil de quartier beaucoup plus tôt, vous auriez fait valoir vos arguments et peut-être que le projet aurait ressemblé à autre chose. Mais en tout cas, nous, on a fait en fonction des arguments que l'on avait contenus des participants. Donc après, ils sont venus et ils ont vu qu'ils pouvaient s'exprimer extrêmement librement. Après, ils ne sont pas investis dans la durée parce que, en fait, les conseils de quartier manquent d'efficacité. Et ce sont des lieux... Enfin, nous, on avait fait en sorte que la moitié du conseil de quartier soit consacrée au sujet que voulait traiter la mairie, et la deuxième moitié soit dédiée au sujet que nous, habitants, on avait envie de traiter. Voilà, ça c'était notre mode de fonctionnement. Et concernant la partie sujet mairie, on voyait bien que c'était surtout de l'information descendante, plus que de la co-construction, à l'exception du square Volpati. Et pour la partie des sujets à l'initiative des habitants, on voyait bien que oui, c'était relayé à la mairie, oui, des agents de la ville venaient nous rendre compte de l'avancement de ce qui se passait, mais c'était vraiment lent, quoi. Ce qui a pu décevoir beaucoup de gens, c'est le fait que il y a cette lenteur dans la prise en compte de la parole des habitants, et le manque d'implication sur les projets véritablement structurants. Alors, une question, est-ce qu'entre 2014, après 2014, tu t'es toujours investi dans les conseils de quartier? Et si oui, est-ce que tu as préféré les conseils de quartier sous Bruno Bechiza ou sous Gérard Segura? Alors, déjà, pour rester sous l'ère Ségura, j'étais aussi présidente de l'Observatoire des engagements, qui a été mis en place à la fin du mandat. Il y avait notamment Aminata Koné également, avec qui j'ai travaillé au sein de cet observatoire. Et nous, ce qu'on a pensé, c'est que cet observatoire était une structure intéressante. Par contre, nous avons regretté qu'elle ait été mise en œuvre aussi tardivement. Nous pensions qu'il aurait été préférable de la mettre en place soit au début, soit à mi-mandat, mais pas aussi tardivement, parce que à la fin d'un mandat, c'est trop tard, quoi. Si c'est juste de dire oui, non, oui, non, oui, non, ça a été fait, c'est pas suffisant, parce que un des engagements, c'était aussi de mettre en place la démocratie participative, il était aussi important qu'on puisse s'investir sur les méthodes mises en œuvre au sein des conseils de quartier. Et là, c'est arrivé trop tard. Donc, c'était intéressant, mais c'est arrivé trop tard. Après 2014, je me suis un petit peu investie, notamment pour assurer la continuité de ce qui avait été initié et qui n'avait pas pu aboutir, notamment quelques places de stationnement complémentaires à proximité des commerces diffus du quartier Tour Eiffel, parce que un commerce n'est rien sans place de stationnement. Et donc, il était important, même si l'équipe de Gérard Segura avait fait en sorte qu'il y ait autant de places de parking, voire un peu plus que précédemment, suite à la suppression du square, lors de la restructuration d'une partie de la rue Marcel Samba. Il était important que les commerces plus vers le Blanc-Ménil disposent aussi de places de stationnement, notamment pour le cordonnier, la pharmacie,
l'épicerie, voilà. Donc, je voulais absolument que ce qu'on n'avait pas pu faire sous l'ère Ségura se réalise avec la nouvelle municipalité. Donc, je me suis un petit peu investie. Après, j'ai trouvé que c'était plan-plan et puis j'avais fait ça pendant 6 ans et donc je me suis dit qu'il fallait laisser la place à d'autres et moi je me suis investie au CADA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, au cercle amical des démocrates zolnésiens, une association qui a été créée par Raoul Mercier et Aline Benamou et d'autres anciens élus de l'ère Ségura, et qui voulait rompre avec le fonctionnement classique des partis politiques qui sont assez pyramidaux ou bon, c'est pas très intéressant. Et là, il s'agissait d'un cercle de parole libre où on a organisé des ateliers débats. Sur les 14 qui ont été organisés en 5 ans, moi j'en ai co-organisé 12 et animé 12. Et ça a été très intéressant parce qu'on a choisi ensemble, bien évidemment, les sujets, comment les traiter, les intervenants qu'on avait envie de solliciter. Et après, c'est moi qui ai animé les ateliers débats. Et à l'issue, j'ai toujours fait des... Ah oui, alors, ces ateliers débats, l'idée, c'était qu'il y ait une partie débat où on parlait de définition, on parlait de contexte, et après, on faisait intervenir des intervenants sur des questions précises, de manière à ce que l'ensemble des participants puissent monter en compétence sur un sujet donné. Et ensuite, il y avait une partie atelier où il s'agissait de faire des propositions pour améliorer le sujet traité. Et donc voilà, quelque chose de très participatif. Et après, j'ai rédigé les comptes rendus, j'ai été validé par les intervenants. Et parce que pour moi, le respect de la parole dite est très important. Et il est important qu'il n'y ait pas de contresens qui soit fait et que les intervenants puissent rester maîtres de leur parole. Donc, du coup, alors, est-ce que ça va s'interrompre là, non? J'ai vu... OK. Donc, on peut continuer. On va continuer. En fait, si tu me permets, on va passer sur les autres sujets parce Oui. qu'il y a des questions qu'on voudrait te poser. Oui. Notamment ton passage chez Aulnay en commun Oui. et ton éviction qui a été aussi, bon, pour nous, hein, en tout cas aussi soudaine qu'incongrue. On ne s'attendait pas à ce genre d'annonce et on voulait savoir si tu avais anticipé cet acte, hein, c'est-à-dire ton exclusion du groupe, ou si tu avais senti le vent tourner, et comment tu l'as vécu à titre personnel? Alors, est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs? Oui, dès le début d'ailleurs, parce que quand Raoul Mercier a annoncé lors d'une réunion publique que je serais candidate aux élections municipales, j'ai été qualifiée de traîtresse, alors que le discours de ce qui allait devenir Aulnay en commun, c'était chaque Aulnaysien est légitime pour s'engager en politique. Eh bien, quand il a dit, bah voilà, nous, CADA, on a quelqu'un de très bien, Sylvie Billard, qui va représenter nos idées. Bien du coup, bon, il ne s'attendait pas du tout à ce que l'on rentre dans le jeu et qu'on perturbe à ce point leurs petits arrangements, en fait, je crois. Donc, du coup, la campagne a été tendue, tendue entre nous. Et
Alors que la règle sacro-sainte qui avait été définie par ABC, le groupe Aulnay Bien Commun, qui est un des groupes fondateurs d'Aulnay en Commun, avec un certain nombre de partis politiques, c'était qu'il faut traiter les objections. Nous avons émis en tant que CADA des objections sur la manière de faire campagne et de désigner les candidats. Et elles n'ont pas du tout été prises en compte. Il y a eu un alignement de la majorité des membres fondateurs sur les méthodes proposées par ABC qui, nous, ne nous semblaient pas bonnes, puisqu'elles aboutissaient à désigner les candidats au dernier moment. Soi-disant pour que les candidats soient choisis par le collectif. Mais en fait, en commençant aussi tard la campagne, en désignant, en constituant aussi tard la liste, et bien en fait, les candidats n'ont pas eu le temps d'apprendre à se connaître et ça aboutit à des choses dommageables. En tout cas, voilà, les relations ont été tendues parce qu'on n'a pas été accepté. J'ai été très surprise par les attaques dont j'étais l'objet durant la campagne par mon propre camp. Ah, Par pardon. mon propre... Avant même l'élection, tu as Oui, subi des pressions en oui, interne. oui, oui, D'accord. oui. Alors, plusieurs fois, on a dit, bon, écoutez, si nous, on ne supporte pas le deux poids, deux mesures, donc si ça continue, on quitte ce groupe. Et en fait, si on avait quitté ce groupe, ça aurait été dommageable pour Aulnay en Commun et qui aurait perdu de sa crédibilité. Donc, du coup, je pense qu'ils ont jugé préférable de baisser la tension et qu'on reste tous unis pour se présenter aux élections. Mais après les... Oui, je sens que tu veux poser une question. Bah, une question, alors ça me turlupine. Après, est-ce que c'est, sans donner de nom, est-ce qu'il y a des agents perturbateurs qui poussent les autres à ce genre d'ambiance délétère ou est-ce que c'est global? Est-ce que finalement, dans le lien en commun, il y a quelque chose qui ne va pas de manière systémique? Ou est-ce que c'est quelques éléments qui poussent peut-être à ce climat qui d'ailleurs a provoqué le départ déjà de plusieurs membres, alors pas que des élus, mais il y a eu des membres du collectif qui ont claqué la porte et qui l'ont fait savoir. Oui, alors ça, c'est, tu sais, entre les idéaux et que l'on peut avoir au sein d'un groupe et la confrontation avec d'autres groupes qui n'ont pas la même manière de voir, il y a ceux qui sont prêts à trouver des compromis, j'en ai fait partie, et il y a ceux qui veulent rester puristes. Voilà, donc ceux qui ne veulent aucun compromis avec ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, eh bien, ils finissent par partir D'accord. Et aussi. Donc, tu vois, il faut aussi faire preuve de pragmatisme. Quand tu essaies de créer une unité à plusieurs entités complètement différentes, qui n'ont pas la même culture, qui ne se connaissent pas forcément, bon, bah, forcément, il faut réussir à trouver un compromis. Bon, ce qui me semble normal. avant ton éviction, est-ce que on t'a appelé, on t'a prévenu, ou est-ce qu'il y a eu une tentative d'arrondir les angles ou c'était irrévocable, tu étais viré, point barre? Alors, donc là, on est après, on est élu, on commence à travailler, tout se passe bien. Et au mois d'août, j'adresse, le 15 août, j'adresse 7 projets d'articles qui reprennent en fait les décisions que j'ai défendues en conseil municipal, décisions qui ont toutes été validées par l'ensemble des élus du groupe. Et moi, ce qui m'intéressait, parce que tout le monde ne regarde pas le conseil municipal, c'était d'informer les Aulnaysiens sous forme d'articles des décisions qu'on avait pu défendre. Et là, forcément, bah, j'ai traité les décisions que j'avais défendues moi.
Tout était écrit à la première personne du pluriel. Je n'utilisais que des nous et je proposais la co-signature de la plupart des articles. Donc j'étais vraiment dans une optique de travail de groupe. Et puis, bon, ok, c'était les vacances. Bon, ok, après c'était la rentrée. Bon, alors j'ai fini par dire, mais vous les avez lus, vous me donnez vos retours, là, je ne comprends pas. Bon, et puis j'ai bien vu qu'il y avait des réticences. Et donc, j'intégrais leur demande de modification. Moi, ça ne me pose aucun problème, hein. Si on veut tout réécrire ce que j'ai écrit, si c'est mieux, moi, ça me convient bien. Donc j'ai intégré. Et puis, il y avait toujours le refus de publier. Et je voulais comprendre. Ah oui, mais tes articles, ils sont trop longs. Et j'ai dit, mais même les plus courts, sont trop longs. Et ah oui, mais ils ne sont pas d'actualité. Bah, en même temps, ils parlent de ce qu'on traite en conseil municipal. Oui, mais ce n'est pas le centre d'intérêt des gens. Ok, c'est quoi? Bah, c'est le social, c'est le Covid, c'est d'accord, mais moi là, les sujets, c'est vous qui m'avez demandé de les traiter. Je les fais avec bon cœur et donc du coup, les sujets que vous m'avez refourgués, en fin de compte, vous considérez qu'ils n'intéressent personne? Bon, donc ça commençait un petit peu à m'agacer. Et je leur ai dit, bon, écoutez, maintenant, moi, je veux savoir quand ils vont être publiés, parce que là, ça commence à bien faire. Et je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai passé ma vie à Aulnay-sous-Bois à donner la parole aux autres. Donc, j'ai organisé des fêtes de quartier où j'ai organisé des débats. Il y a eu le CADA et donc, on a fini par rédiger le manifeste Servir Aulnay. Donc là, c'est la valorisation de toutes les paroles qui ont été recueillies pendant 5 ans. Et moi, je serais la seule qui ne pourrait pas m'exprimer à Aulnay-sous-Bois. C'est pas possible. Là, si vous pensez que vous allez pouvoir me tenir en laisse, vous vous trompez complètement. Je ne suis pas du tout du genre de celle que l'on muselle. Donc, il va falloir que vous changez de comportement avec moi. Et moi, je veux les publier, ces articles. Oui, mais non, mais oui, mais non. Bon, arrive le conseil municipal d'octobre. Et là, alors qu'on s'était mis d'accord en septembre pour que Alain Médreau rédige un vœu sur l'écologie, eh bien, il nous a laissé 25 heures. Et moi, ce jour-là, j'avais beaucoup de travail. J'ai même pas eu le temps de le lire avant que ce soit publié. J'ai dit, mais c'est dingue. Tu nous laisses que 24 heures. Et moi, ça fait 2 mois que mes articles croupissent là. C'est quoi ce mode de fonctionnement? Ça ne me convient pas. Et je leur ai dit, j'en ai assez. Je ne suis pas de celles que l'on muselle. Donc, je les ai informés. Je leur ai laissé 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et ils ont toujours refusé que mes articles soient publiés. Donc, je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais les publier. Et là, ils ont décidé de me virer. D'accord. Voilà. Ils auraient pu réagir autrement. Hein. Ils auraient pu se dire, bon, on a essayé la méthode forte avec Sylvie Billard et on voit que ça ne marche pas. Elle nous a informé qu'elle ne se laisserait pas faire. Elle publie ses textes. Donc, on va s'arranger. On va lui dire, bon, bah, ok, d'accord, on n'a pas été très sympa avec toi et on va trouver un mode de fonctionnement qui convient. Parce que moi, je leur ai proposé plusieurs fois des modes de fonctionnement pour qu'on travaille bien ensemble. Je leur ai dit, écoutez, il faudrait qu'on se voit toutes les semaines, même si c'est par Zoom, même si c'est qu'une demi-heure, mais qu'au moins on travaille ensemble. Parce qu'une fois par mois, ce n'est pas suffisant. Et non, tout a été refusé. Je me prenais pour la chef. Bon, ok, d'accord. Alors, une question suite à ton éviction. Est-ce que tu as été approché par soit le Bruno Béchiza, soit par le groupe Aulnay Pierre plus forte pour les rejoindre? Ou est-ce que… Alors, en 2014, j'ai été approchée par Gérard Ségura et par
Monsieur Chaussat. Mais en 2020, 2019-2020, non, je n'ai pas été approchée par ces partis. Mais après ton édiction, je parle en octobre-novembre, est-ce que Bruno Béchiza ou Benjamin Jamy s'est approché en disant, ben, puisque tu es Non, non, mais je pense que vu les prises de position que j'ai prises, je ne dois pas être quelqu'un d'intéressant pour eux, quoi. Bon, voilà, j'ai eu des propositions quand même extrêmement sévères vis-à-vis de ce gouvernement actuel. Donc, je ne pense pas que je puisse intéresser, et moi-même, je ne suis pas intéressée par l'étiquette La République en marche qui me fait horreur. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'être capable de travailler avec n'importe qui sur des sujets intéressants, hein. Moi, je suis très ouverte, je peux travailler avec tout le monde. Au conseil de quartier, j'ai travaillé avec tout le monde. Pour rédiger Servir Aulnay, on s'est servi des interventions et des propositions de tous les intervenants et les participants. Et parmi les intervenants et les participants, il y avait des gens qui ne pensaient pas comme moi, et ça ne me pose aucun problème. Alors, autre question, Sylvie. Bon, Bruno Béchiza, en 2020, gagne facilement, on va dire Oui, quasiment dans un fauteuil, oui, avec environ 60% des voix. oui. Est-ce que ça t'a surpris? J'imagine que tu as fait les marchés, tu as interrogé les gens. Est-ce que les Onusiens semblent si contents, globalement, de la politique de Bruno Béchiza, ou est-ce que tu penses pour toi que c'est un manque d'information? Alors, on reboucle avec la campagne que nous avons faite. Nous, au CADA, on souhaitait être présent sur le terrain beaucoup plus tôt. Dès octobre, novembre, décembre, on aurait voulu être sur le terrain. Et la mécanique mise en place par Aulnay en commun, ça a été de faire une campagne extrêmement tardive. Donc, je pense que du coup, la marque Aulnay en commun n'a pas eu le temps de se connaître. Donc, je pense que la campagne n'a pas été bonne. La campagne, malheureusement, n'a pas été bonne. C'est-à-dire que ce que l'on a fait, je pense que c'était pas mal, mais on l'a fait 10 fois trop tard. 10 fois trop tard. Alors, Voilà. par rapport au bilan de, on va dire, quasiment 7 ans, hein, de gestion de Bruno Béchiza, est-ce que malgré le fait que tu sois une opposante, hein, est-ce que tu penses que le bilan est catastrophique, il est mitigé, il est plutôt bon? Est-ce que tu vois des choses que Bruno Béchiza aurait bien faites et d'autres vraiment mal? Quel est pour toi le bilan que tu dresses de la situation? Alors, je pense que le bilan est problématique sur plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. Par exemple, en matière de démocratie et de transparence, j'ai fait des propositions en conseil municipal, et d'ailleurs j'en ai fait un article qui a échappé à la censure que j'ai publié sur ton blog. Merci d'exister, merci à tous les deux de permettre à la démocratie de vivre. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin en matière de lutte contre la corruption, notamment dans le cadre de la commande publique, puisque c'est une activité qui est extrêmement sensible justement à la corruption. Et les bonnes pratiques ont été définies par l'OCDE. Nous avons proposé qu'elles soient mises en œuvre à Aulnay-sous-Bois, et toutes ont été repoussées. Je pense que c'est dommage. Je pense que faire de la politique de manière un petit peu bête, nous sommes la majorité, nous décidons de tout, vous êtes la minorité, donc vous n'êtes pas dans vos affaires et vous n'avez rien à dire. Je pense que bon, ça vole pas très haut.
et ça ne correspond pas à mes idéaux démocratiques où chacun doit pouvoir donner son point de vue, y compris l'opposition, quelle qu'elle soit. Donc voilà, en matière de transparence, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. En termes d'urbanisation aussi, je trouve que, alors je sais que sous la gauche aussi, il y avait eu des constructions, mais je pense qu'il y en a beaucoup trop et on voit bien avec la crise du Covid que les grands ensembles favorisent les épidémies et la mortalité. La Donc, promiscuité, hein, ça ça doit va. nous faire réfléchir sur comment on bâtit une ville. Alors, justement, une décision qui a fait polémique, notamment au sein de la gauche, c'est la dénomination du square Bonaparte, Mm. qui se trouve, on va dire, au vieux pays quasiment, hein, Soleil Levant, vieux. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que Bruno Béchilla n'aurait jamais dû nommer ce square du nom de l'empereur? Parce que c'est vrai qu'il a restauré l'esclavage. Il a été, enfin, les campagnes de Bonaparte ont été terribles pour certains peuples européens, je pense Mm. notamment aux Espagnols. Mm. Euh, Est-ce que tu penses qu'il a fait une erreur ou tu dis, bah non, Napoléon, c'est aussi le code civil, c'est aussi la création des départements, c'est aussi la grandeur de la France, donc il a eu raison, en quelque sorte, de l'honorer à Aulnay-sous-Bois. Quelle est ta position? Alors, je pense que il est important d'impliquer les Aulnésiens dans le choix des dominations des bâtiments publics et des rues. Et je pense qu'il est important aussi de féminiser ces noms. D'ailleurs, nous avons fait une proposition avec des noms très intéressants, comme par exemple Joséphine Baker. Elle est extraordinaire. C'est une femme, bon, c'est une artiste, mais c'est aussi une résistante qui a été décorée après la guerre pour son héroïsme. C'était une femme très engagée aussi dans la lutte contre le racisme. Je pense que la dénomination des noms de rues et des bâtiments publics est un acte politique et qu'il faut faire attention aux idées que l'on véhicule quand on choisit des noms de rues et de bâtiments publics. Et je pense qu'il est important aussi d'impliquer la population dans ces noms. Mais pour Bonaparte, ça t'a choqué ou pas? Ou tu t'es dit, bon, C'est un personnage de l'histoire ambivalent, effectivement, qui représente en partie la grandeur de la France, mais qui est très controversé au niveau européen. Et effectivement, il a rétabli l'esclavagisme. Et donc ça, c'est extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant. si tu avais été maire, tu aurais proposé ce nom-là pour ce square ou pas? Je ne pense pas, non, je ne pense pas. Mais j'aurais été beaucoup plus participative. Il y avait une commission avant des noms de rues et des bâtiments. Je pense que c'est pas mal d'impliquer les uns et les autres et puis de veiller à la parité entre les hommes et les femmes. Parce que les femmes aussi créent l'histoire et il faut pas les oublier. Et je pense qu'il y avait des gens plus importants, que Johnny Hallyday, même si c'est un très grand chanteur. J'aime beaucoup ses chansons, bien évidemment, comme beaucoup de Français. Mais je pense qu'il aurait fallu honorer des personnes avec plus de profondeur humaine, politique. Voilà. Alors, venons-en maintenant, alors tu l'évoquais tout à l'heure, la pandémie, le coronavirus ou Covid-19. Mm. Euh, Comment tu vois la situation actuelle avec un premier confinement qui a été terrible, hein, pour tout le monde, hein, Mm. et encore plus pour les personnes qui habitent dans les cités Oui. comme dans le nord d'Aulnay. Mm. Un second confinement, moins restrictif, mais qui a quand même impacté de nombreux commerces. Et la menace d'un troisième confinement compte tenu
du maintien à un taux élevé de personnes contaminées, et on est encore à plusieurs centaines de morts par jour en France, avec possiblement une mutation qui pourrait rendre les vaccins. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la situation? Est-ce qu'elle Alors, a été bien gérée, non. tant au niveau local que national, et est-ce que ça t'inquiète et est-ce que tu vas te faire vacciner, justement? Enfin, Alors, je pense que la gestion de la crise a été absolument catastrophique. D'ailleurs, il y a eu une enquête parlementaire qui fait apparaître de nombreux dysfonctionnements. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que chaque pays a un plan de lutte contre les maladies respiratoires, suite au SRAS et au H1N1. Et une des premières mesures qui est recommandée, c'est de stopper le trafic aérien avec les foyers d'épidémie. Nous n'avons pas fait cela. Nous avons continué à avoir des échanges avec la Chine. Et nous avons eu ce match à Lyon avec l'Italie. Je veux dire, il y a une attitude absolument irresponsable. Quand je vois, par exemple, que le Maroc a commencé dès décembre 2019 à reconvertir une partie de sa filière textile pour fabriquer massivement des masques, j'ai dit, mais qu'a fait la France? Il faut savoir quand même que il y a plus de 10 ans, nous avions le plus grand stock au monde de masques. Et ces stocks de masques ont été extrêmement mal gérés. Ils ont été progressivement vidés. Alors, et au niveau local, est-ce que tu penses que la municipalité a joué son rôle, ou tu penses qu'elle aurait dû mettre plus de moyens, plus de prévention? Quel est ton avis? Alors, autant je suis extrêmement critique avec ce gouvernement qui a fait tout et n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que lorsque Macron était ministre des Finances, il a réduit le budget nécessaire à l'approvisionnement du stock de masques. Donc, il est personnellement responsable de cette situation de pénurie que nous avons vécue, qui a gravement mis en danger tous nos professionnels de santé et les habitants. Il faut bien comprendre aussi que si on a eu un confinement aussi dur, c'est parce qu'on a eu affaire à un gouvernement absolument incompétent qui nous a mis en situation de risque majeur. Donc, autant vis-à-vis du gouvernement, je suis d'une dureté forte, autant concernant le maire, c'est plus compliqué. C'est difficile d'être maire, parce qu'on n'a pas tous les leviers. Alors, effectivement, on pourrait lui dire qu'il n'a pas fait assez. Effectivement, oui. Maintenant, oui, il aurait fallu aider davantage les associations d'entraide qui ont aidé les plus démunis pour qu'ils puissent continuer à manger. Il ne faut pas oublier quand même que le préfet a craint à la fin du premier confinement qu'on ait des émeutes de la faim. C'était absolument catastrophique. Donc effectivement, il aurait certainement fallu faire davantage pour accompagner toutes les associations financièrement ou d'un point de vue logistique pour venir en aide efficacement aux plus démunis. Une question, le 17 mars, si je ne m'abuse, c'est la grande victoire je crois que c'est le 17 mars, donc la grande victoire de Bruno Bessiza, et on voit un attroupement. Oui, C'est une effectivement. erreur de sa Pas part. très responsable. C'était pas très responsable. D'accord. Alors, autre sujet d'actualité, ça va, ça vient, mais bon, aujourd'hui on est plus sur la crise sanitaire, mais il y a toujours la crise migratoire qui plane. Donc, on a vu des milliers de personnes arriver clandestinement dans les îles Canaries en Espagne. Il y a, bon, là, pour l'instant, ça fait entre guillemets rempart, mais il y a la Grèce, donc il y a la route des Balkans
qui passe par la Hongrie. Et bon, avec Viktor Orban, on va dire que les migrants sont repoussés. Hein. Alors, pas toujours en respectant les consignes et les directives de l'Union européenne d'ailleurs. Il y a un marché juteux, hein, avec donc une véritable mafia, des réseaux de passeurs qui s'enrichissent, hein, sur ces différentes filières. Et il y a eu également, alors, même si c'est ultra minoritaire, hein, il faut quand même le signaler, des personnes dangereuses qui sont arrivées par ces différents réseaux, qui ont commis des actes terribles, notamment, j'ai en mémoire l'attentat de Nice. Si tu avais un conseil, si tu avais un vœu à faire par rapport à cette crise migratoire, tu privilégierais plutôt la manière forte, donc la méthode Salvini, en disant plus rien ne passe, et s'il faut aller chercher de véritables réfugiés, on ira les chercher là-bas, et on repousse tous les ONG, hein, donc les bateaux qui font venir des personnes des côtes libyennes, par exemple, jusqu'en Sicile? Ou est-ce que, au contraire, tu souhaiterais qu'il y ait plus de solidarité, qu'on laisse passer plus de monde, quitte à ce qu'on laisse rentrer des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, compatibles avec le droit d'asile? Alors déjà, j'aimerais qu'on arrête de culpabiliser les pays européens qui seraient responsables des morts en Méditerranée. Ce ne sont pas les pays européens qui font fuir les Africains, notamment d'Afrique, et qui les poussent à traverser la Méditerranée. Et moi, j'aimerais bien que l'on parle aussi de la solidarité des autres pays, que font par exemple les pays d'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis. Est-ce qu'ils prennent leur part eux aussi d'immigrer, par exemple, quand il y a eu la guerre en Syrie, lorsqu'il y a eu la guerre en Irak? Que font tous ces pays? Donc, et je ne comprends pas pourquoi on ne leur demande jamais. Pourquoi on culpabilise toujours les pays européens? Ce ne sont pas les pays européens qui s'enfuient, ce sont souvent les pays africains ou l'Afghanistan. Je pense qu'on est en droit d'exiger de ces pays qu'ils luttent contre les causes qui aboutissent à cette immigration massive et qui aboutit à tous ces morts. Ce sont ces pays-là qui sont responsables. Alors après, je sais qu'on viendra nous dire que l'Occident exploite les pays africains. Alors, effectivement, il y a des exploitations qui sont bien regrettables. Et moi, je suis pour la détermination des peuples par eux-mêmes. Et j'aimerais qu'on les laisse avoir un fonctionnement démocratique, ce qui n'est pas toujours le cas. Maintenant, la Chine prend le relais d'une manière qui est certainement beaucoup plus féroce et vorace que ce qui a pu se faire précédemment. Donc, un cas concret. Les migrants ont mis de Lesbos, donc qui est une île qui se trouve en Grèce, à proximité des côtes turques. Ils ont mis le feu à leur camp parce qu'ils protestaient enfin, pas tous, hein, mais certains ont mis le feu pour protester contre leurs conditions d'hébergement, et ils voulaient rentrer en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, etc. Donc le camp a été brûlé, dévasté. Hein. Il y a eu des associations, mais également des personnalités politiques européennes, principalement de gauche, mais aussi de droite, en disant il faut les accueillir, c'est une honte, il faudrait tous, il y en a à peu près 17 000, je crois, il faudrait tous les faire venir en Europe. Enfin, quand on dit en Europe, c'est en Europe sur la terre ferme, hein, donc dans le continent, et ne pas les laisser sur l'île de Lesbos. Et les opposants à ce souhait disent si on fait venir les 17 000, forcément il y en a 17 000 autres qui vont arriver, et ça sera rebelote dans 6 mois, puis on n'y arrive plus, c'est la porte ouverte, alors on appelle ça un appel d'air. Toi, tu aurais fait quoi si tu avais eu le pouvoir de décider?
il y a déjà la condition de vie de ces personnes dans ces camps, à Lesbos ou ailleurs, sont absolument dramatiques. Il y a des enfants qui se suicident tellement les conditions de vie sont dures. Donc, c'est absolument horrible. Et on a laissé la Grèce, qui est déjà un pays exsangue, gérer cette crise migratoire, et, alors qu'elle est déjà en très grande difficulté. Donc, effectivement, il y a eu un déficit de solidarité. Je pense qu'il faut bien distinguer euh, les différents flux migratoires. Il y a les gens qui sont dans une situation d'extrême urgence, en danger de mort, et bien là, il faut qu'on soit humain, que l'on vienne en aide aux personnes les plus démunies. Ça fait partie quand même de notre ADN culturel, d'aider les plus démunis. Par contre, là où il faut être extrêmement strict, c'est sur les gros bataillons de l'immigration. On parle beaucoup notamment du regroupement familial. Je pense que les personnes qui fuient la guerre, des conditions de misère extrême, eh bien, effectivement, il faut voir comment leur venir en aide. Par contre, il faut, euh, il faut aussi tenir compte de la compatibilité des idées des uns et des autres avec notre propre culture. Je vois. Voilà. Par exemple au Canada, ne peuvent venir que les gens qui ont un certain niveau d'études, qui savent parler français et anglais, je parle du Québec, qui exercent des métiers qui sont en phase avec les besoins du pays. Et il y a une vraie sélection. Il faut aussi avoir suffisamment d'argent sur son compte bancaire. La France a une politique, indépendamment de ces cas extrêmes qu'il faut traiter, il faut accueillir effectivement les personnes les plus démunies. Mais je parle de la politique de l'immigration de la France. D'après les enquêtes comparatives de l'OCDE, la France est l'un des pays qui fait venir les personnes les moins qualifiées. Et donc, en fait, après, on se retrouve avec des personnes à qui on n'a pas grand-chose à offrir. Parce que nous sommes dans une civilisation technologique qui impose, qui nécessite des compétences pour pouvoir s'en sortir le mieux. Et plus on fait venir de personnes qui n'ont pas de niveau d'études, qui ne partagent pas les valeurs, alors du coup, on se fabrique des lendemains qui déchantent. Les personnes qui partagent nos valeurs et qui n'ont pas fait d'études, pourquoi pas, hein, j'en connais qui sont de grandes valeurs et qui sont plus français que certains Français de souche, qui se battent pour leurs idéaux, et ces gens-là ont pleinement leur place. Mais les personnes qui ne partagent pas nos valeurs, je ne vois pas pourquoi on les accueille. Donc, en fait, les personnes qui fuient les guerres, eh bien, oui, il faut les accepter. Par contre, concernant notre politique de l'immigration, il faut qu'on fasse attention à qui on fait venir, aussi bien en nombre qu'en qualité, puisque il faut qu'on refuse les personnes qui ne partagent pas nos valeurs. Alors, sans transition, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien direct. Hein. Il y a eu un épisode en Syrie. Donc, pour rappel, ce qu'on appelait à l'époque l'État islamique avait conquis de larges pans de territoire en Irak et en Syrie. Ils ont été vaincus, hein, notamment par la Syrie de Bachar el-Assad, par les forces kurdes, par la coalition internationale, par les Russes, hein, et par l'armée irakienne. Donc, il en a fallu, hein, de la logistique pour les battre. Et à la fin, donc, il reste des prisonniers. Et il reste également des camps où il y a des enfants et des épouses, hein, de ces djihadistes, et des épouses d'ailleurs qui partagent leur idéologie, hein, qui le disent ouvertement. Il y a deux idéologies qui s'affrontent. On les laisse là-bas parce que ça représente un danger pour notre société.
parce qu'ils nous haïssent et ils peuvent commettre des actes plus que malheureux. Et il y en a qui disent ben non, ils sont de nationalité française, allemande, anglaise, etc. Il faut les rapatrier, il faut rapatrier également les enfants, même si alors, les femmes doivent être jugées, mais même si ça représente un danger, comme ce sont des citoyens de l'Union européenne, il faut les faire venir parce que ce sont leurs droits. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que tu dis non, il faut faire preuve d'humanité ou alors au contraire, non, il y a un risque et il ne faudrait pas que des Français, des Allemands, des Anglais en pâtissent via de potentiels actes terroristes? Alors, les conditions de vie dans ces camps sont absolument dramatiques. Je suis pour qu'on fasse revenir les enfants, mais pas les parents. D'accord. Voilà. Donc, les enfants n'y sont pour rien. Et il faut faire preuve d'humanité. Mais quand tu dis enfance, est-ce que enfant jusqu'à 18 ans ou alors tu dis ben, dès qu'il a 12 ans, il a une conscience, il a déjà été. Je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, pour les parents qui ont commis des actes d'une grande atrocité en Syrie et en Irak, je pense qu'ils doivent être jugés par les pays où ils ont commis leurs crimes. D'accord. Après, pour la question de l'âge, je ne sais pas te répondre. Alors, passons maintenant au mot de la fin. Alors, cette première émission, alors encore merci d'avoir participé à cette émission. Au débeauté, en plus. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, c'est très intéressant. D'ailleurs, tu m'apprends plus sur ta personnalité voilà, que je pensais. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup les lecteurs. Alors, il y a deux blogs, hein, je tiens quand même à le préciser, hein, donc Onecap et Onérelais Info, qui est représenté ici par Europe Buzna. Qu'est-ce que tu en penses de ces outils et enfin, tu n'es pas sans savoir que l'ECAP a été attaqué. Alors, je souhaite à Aurore de ne pas subir ces attaques en justice parce que c'est, même si ça, enfin, je le répète, hein, ça ne m'a rien coûté. Merci, merci. Ça prend ça m'a pris quand même un peu de temps pour répondre et faire mon argumentation. Qu'est-ce que tu penses de ces outils? Et qu'est-ce que tu penses de l'attitude de la municipalité qui attaque au moindre mot de travers? On sait tous que la modération, c'est un exercice très délicat, très difficile, et on n'est pas tous calés en droit. Donc voilà, quel est ton point de vue sur tout ça? Déjà, je reconnais que vous êtes des instruments de la liberté d'expression, puisque spontanément, j'ai publié sur vos blogs, alors surtout Onecap, puisque à l'époque, Info Relais n'existait pas. Mais voilà, donc spontanément, j'ai eu envie de communiquer avec les Aulnésiennes et les Aulnésiens pour les informer de ce que je faisais pour eux. Et ça me semblait la moindre des choses. Donc moi, je trouve que vos blogs sont extrêmement précieux. Et d'ailleurs, tout le monde les utilise. C'est bien la preuve qu'ils sont utiles. Et d'ailleurs, je constate que même Aulnay en commun, qui ne voulait pas que je publie les articles sur votre blog, publie maintenant des articles sur votre blog. Donc bon, c'est assez cocasse. Voilà. Donc, je suis très sensible à la liberté d'expression. J'ai déjà eu l'occasion de le dire en introduction. Et donc, mais je ne partage pas du tout cette démarche qui consiste à attaquer les blogueurs pour un oui ou pour un non. Moi-même, j'ai été attaquée dans les commentaires hein, sur ton blog, Arnaud. C'est bon, eh ben, voilà. Alors peut-être qu'un jour je porterai plainte si ça prend trop d'ampleur, mais je pense que
Si, enfin, seuls les commentaires répréhensibles pénalement doivent faire l'objet de poursuites. Sinon, après, la liberté d'expression doit être préservée, absolument. En tout cas, alors, Aurore, est-ce que tu souhaiterais poser une question supplémentaire à Sylvie avant de conclure cette première émission? Non, j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que je me souviens, Sylvie, quand tu es venue au concert à Saint-Joseph, Oui. c'était pour moi un grand moment et je te suis redevable là-dessus. Mon petit bout d'aventure avec Cogno en commun, c'est pareil, un petit bout d'amitié, un feeling entre toi et moi qui passe comme ça, plutôt Oui. de manière sympa. Et j'espère qu'on gardera ce contact. Avec un grand plaisir. Voilà. Avec un grand plaisir. C'est pas parce que j'ai quitté le make-up, ce n'est pas contre Arnaud, hein, qui a très bien compris ma position. J'espère en tout cas qu'il a compris que c'est pas contre toi, Arnaud. Si c'était contre toi, je ne serais pas là en ce moment avec toi. Voilà, malgré mes aventures, pour dire ça comme ça, sur le make-up, l'amitié maintient le lien, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. L'amitié est importante et c'est vrai que j'ai bien aimé venir te voir en concert. Tu as une belle voix et c'était un bon moment. Merci. Voilà. Donc, je retournerai te voir danser quand ça sera possible. Et là, j'ai préparé Noël. Tu as dû te douter que j'étais booké. J'ai préparé les 2 célébrations de Noël de Saint-Joseph et je me suis régalée. C'est un travail énorme de faire le livret, de préparer les chants, de préparer le déroulé comme ça de la messe avec petite mise en scène, petite mini crèche vivante comme ça, toute petite, mais voilà, toute jolie, toute mignonne. J'ai pris un malin plaisir, entre guillemets, à faire le déroulé avec des petits dessins dans les coins, comme ça, tous les chants, tous les couplets dans l'ordre, tout. C'est un travail énorme, mais il est fabuleux, magnifique. Eh ben, mieux, j'espère que les paroissiens de Saint-Joseph t'en sont reconnaissants et ils ont apprécié ton travail. Ben, en tout cas, c'est une communauté vivante, une communauté où je me sens bien et c'est un peu ma deuxième maison, quoi. Donc, je suis toujours fourrée. Je crois que tout le monde l'a bien compris. Je suis à Saint-Joseph, je me bats pour la faire restaurer, pour réentendre la voix des cloches et pour redonner au toit l'étanchéité, redonner la peinture, la beauté du lieu, quoi. Sauver l'édifice tant culturel que patrimonial. Oui, c'est important, effectivement. C'est un combat dont tu m'as souvent parlé et c'est un beau combat. J'aimerais tellement sensibiliser les Olnésiens, les paroissiens à l'importance de nos édifices cultuels et patrimoniaux, parce que j'ai bien dit les édifices, il n'y a pas que Saint-Joseph, il y a Saint-Sulpice avec le presbytère. Voilà, je veux dire, il y a plein de travaux à faire dans nos églises en ce moment. On n'a pas de sous parce que confinement, corona, tout ça, on a plus d'argent et faut absolument que les Olnésiens, les paroissiens qui vivent autour de nos églises et qui aiment nos églises mettent la main à la poche pour les sauver, quoi. Bon, ben voilà, je crois qu'ils t'ont bien entendu. J'espère pour toi que ça se traduira en monnaie sonnante et trébuchante. Voilà. Maintenant, je suis sur aulnay-relais-info.blogspot.com et j'espère bien qu'on va me rejoindre sur ma voie. Voilà. Alors, je lis vos blogs. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ben, écoute, il est beau déjà ton blog, je trouve. Merci. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de continuer. En tout cas, merci d'œuvrer à l'information des Olnésiens. Très bien. Bon, en tout cas, merci à toutes. Et puis, merci à toi. Bonne fête de fin d'année. Oui, excellente fête de fin d'année. Merci. Et on clôture cette émission très intéressante. Merci Sylvie. Merci Aurore. À bientôt. À bientôt. Pour de nouvelles aventures démocratiques. Salut ma jolie. Au revoir. Merci. Olnésien, à bientôt sur Aulnay Relais Info. Salut.